Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Et bon mardi midi tout le monde, bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne en co-animation à Côte-Nord Attitude. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. On a des beaux sujets encore aujourd'hui vraiment. à notre émission. Entre autres, hier, je suis allé à l'école Gamache. Ils ont un beau parlement étudiant, des jeunes très articulés qu'on va entendre sur nos ondes tout à l'heure. C'est le patriarche de l'Assemblée nationale qui était là, le vice-président, en fait, François Gendron, qui est député du Parti québécois d'Abitibi-Ouest depuis 1976. C'est une belle visite ça, puis une belle expérience pour ces jeunes-là aussi. Puis les jeunes, ça les gênait pas du tout. Ils ont quand même passé 2 heures ensemble dans le gymnase, là, avec la députée de Duplessis, Lorraine Richard, et le président de la commission scolaire du FER, du côté de l'école Gamache, hier après-midi. Un petit montage, là, d'entrevue avec François Gendron, Lorraine Richard et des jeunes du Parlement étudiant de l'école Gamache, dont le premier ministre de l'école, Étienne, qui sera avec nous à Côte-Nord Attitude. Également, on l'annonçait hier, David Suzuki, le célèbre scientifique de l'Ouest canadien, écologiste bien connu, qui a une fondation très, très dynamique, impliquée partout à travers le Canada. Il va être dans notre région, plus particulièrement à Longue-Pointe-de-Mingan, le 26 juin prochain. C'est que la coopérative Le Grenier Boréal a remporté un prix, le prix du projet le plus écolo du Québec. Le directeur adjoint de cette coopérative, Le Grenier Boréal, Claude Lucier, sera avec nous en direct vers 12h25 et on va s'entretenir par la même occasion avec une porte-parole de la Fondation David Suzuki pour nous parler de l'événement du 26 juin prochain. Ça, c'est tout de suite quasi dans la fin de semaine du congé, de la Saint-Jean. Alors, une belle activité avec David Suzuki. Il paraît qu'il va même faire une chasse au trésor dans le village à Longue-Pointe. C'est à suivre. Claude Lucier et Julie Roy seront avec nous pour nous en parler. Demain, c'est la journée contre l'homophobie, de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Tout à fait. C'est un mouvement national et ici à Sept-Îles, on récupère la balle au bon. Et avec le BRIS, qui est le Bureau régional d'information en santé sexuelle, on embarque dans le mouvement puis on fait justement une campagne sur la diversité des orientations sexuelles. D'ailleurs, moi, je porte le bracelet aujourd'hui parce que je suis contre l'homophobie et la transphobie, Jean. Donc, on va recevoir Kathleen Côté, qui est du BRIS, et également Marc Pelletier et Jannick Arsenault pour venir nous parler justement de ces diversités sexuelles et de comment ça fait de le vivre en région. Puis c'est le fun aussi parce qu'on va avoir différentes générations. Puis j'ai l'impression que ça va être bien riche comme discussion. Ben oui, c'est des entrevues assez spéciales, ça, à réaliser à la radio. Alors, on a hâte à ce moment-là aussi de notre émission. Vers 12h40, on reçoit Marc Pelletier, Jannick Arsenault et Kathleen Côté du Bureau de recherche et d'information sur la santé sexuelle. Et on conclut à 12h50 avec une porte-parole de la direction Côte-Nord du ministère des Transports, la conseillère en communication Sarah Gaudreault, avec qui on va faire le point. Il y a des ponts aériens, il y a aussi le bateau qui est mis à contribution. En fait, il y a 4 communautés, Kegaska, la communauté Innu, le village de Natashquan et Agwanish, île Michon, qui se retrouvent complètement isolés là depuis le 7 mai. Ça fait quand même 9 jours. Il y a des gens qui étaient pris à cette île, qui veulent retourner chez eux, des gens qui sont à Natashquan, Agwanish, puis qui voudraient bien s'en retourner chez eux aussi parce qu'ils étaient là pour affaires ou par tourisme. Juste si t'es à Natashquan puis que tu restes à Natashquan, de savoir que la route, tu peux pas la faire. Tu te retrouves un peu, t'es comme prisonnier chez vous, là. C'est quand même spécial. On y travaille très fort du côté du ministère des Transports. Du moins, c'est ce que va nous dire Sarah Gaudreault, la porte-parole de la direction Côte-Nord du ministère, en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
La route 138 entre Baie-Trinité et Baie-Comeau fait son entrée au palmarès des pires routes du Québec, publié aujourd'hui par le club CAA Québec. Le mauvais état de la rue de la Rive dans le secteur des plages à Sept-Îles est aussi mentionné. Le vote des automobilistes québécois s'effectuait sur le site Internet du club automobile jusqu'au début du mois de mai. Près de 10 000 signalements ont ainsi été réalisés. Il y a 2 ans, le boulevard L'Or de Sept-Îles s'était classé dans le top 5 des pires routes du Québec. Cette année, ce sont les Laurentides, la Montérégie et la capitale nationale qui comptent 2 chemins au top 10 des pires routes du Québec. La Côte-Nord a une seule inscription au top 40 des pires routes du Québec cette année, soit le tronçon de la route 138 entre Baie-Trinité et Baie-Comeau. C'est vrai que c'est un mauvais bout de route, ça. Effectivement, c'est toujours mon pire bout de route, moi, quand je la fais. L'équipe de destination Sept-Îles-Nakawi-Nanou est déçue de la décision de la ligne de croisière Disney de ne pas faire d'escale à Sept-Îles. La compagnie a annoncé la semaine dernière qu'elle offrira un nouveau service de croisière entre New York et Québec à l'automne 2018. Le navire de croisière de Disney, pouvant accueillir 2713 personnes, effectuera des escales à Baie-Comeau et Saguenay. Sept-Îles a travaillé très fort pour obtenir une escale des croisières Disney, c'est ce que précise la chef d'escale de destination Sept-Îles-Nakawi-Nanou, Marie-Ève Duguay. Les croisières Disney navigueront en septembre 2018 pour la première fois dans le Saint-Laurent. Selon Marie-Ève Duguay, c'est positif pour toute l'industrie touristique québécoise. Elle continuera de garder de bonnes relations avec les dirigeants de la compagnie Disney Cruise Line en cas de changement d'itinéraire ou d'ajout de destination future. Destination Sept-Îles prévoit déjà une année 2018 exceptionnelle avec 11 jours d'escale et le passage du MS Arcadia et du Queen Mary 2. En 2017, la corporation Destination Sept-Îles se prépare à accueillir 5 navires au quai des croisières, presque tous en été. Le ministère québécois des Transports prévoit une réouverture de la route 138 vers Natashquan jeudi en fin de journée. Elle est toujours fermée sur 7 km présentement à l'est de Baie-Joinville. Les autorités ont établi un pont aérien. Ça a commencé hier avec 3 vols aller-retour entre Sept-Îles et Natashquan. D'autres vols se font depuis 9 heures ce matin. Cette fois, le pont aérien se fait parfois de Sept-Îles, parfois de Havre-Saint-Pierre jusqu'à l'aéroport de Natashquan. Il est gratuit, mais pour les citoyens des 4 communautés de la Mingani qui se retrouvent isolés depuis maintenant 9 jours. Le ministère de la Sécurité civile finance le pont aérien gratuit mis en place surtout pour les urgences médicales. Le ministère des Transports met en place un pont maritime en mettant à contribution le navire Bella Desgagnés qui réalise déjà la desserte d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord. Les travaux pour reconstruire la route 138 se poursuivent jour et nuit depuis samedi. Les maires et préfets de la Côte-Nord ont discuté des priorités économiques de la région lors de l'Assemblée des MRC à Baie-Comeau la semaine dernière. Ils ont fixé des axes prioritaires pour le nouveau fonds d'aide au rayonnement des régions. Les élus souhaitent présenter un document sur les priorités économiques de la Côte-Nord en juin au ministre Pierre Arcan. Selon le président de l'Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Luc Noël, les élus seront unis devant le gouvernement. Mais l'ensemble des maires, on s'entend sur les principes, les priorités régionales. On s'en a donné 8-9 pour les peaufiner, pour le présenter au ministre. Le président de l'Assemblée des maires et préfets de la Côte-Nord, Luc Noël, croit que la région doit faire reconnaître ses différences pour assurer une vitalité économique. La Côte-Nord a donc besoin de mesures exceptionnelles rapidement pour faire face à un ralentissement inquiétant, soutient le préfet de la Mingani. Et puis, une belle entrevue qu'on a réalisée hier ensemble, Valérie. Vincent René de Port-Cartier, il se prépare à participer à ses 5e Jeux du Canada. L'athlète handicapé participera en natation aux Olympiques spéciaux d'été du Québec en juillet, puis à d'autres compétitions, dont les Jeux du Canada à Winnipeg au mois d'août. Vincent René s'entraîne avec le club Les Cachalots de Port-Cartier depuis l'âge de 6 ans. Il a suivi les traces de sa sœur Marie, son frère également faisait beaucoup de sport. C'est donc sa sœur Marie, elle a participé au championnat mondial de triathlon à Budapest en 2011. Vincent René ne compte pas les médailles remportées dans ses nombreuses compétitions au fil des ans. Il conserve surtout des bons souvenirs. J'ai monté 5 fois sur le podium à London et 2 à Vancouver. Et aussi, j'ai fait les Jeux du Canada à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. J'étais sur la même équipe que la championne
championne olympique Catherine Savard. J'ai fait 5 finales et depuis, c'est toujours un plaisir de rencontrer cette grande championne. Vincent se joindra jeudi à une quinzaine de policiers de la Sûreté du Québec de Sept-Îles et Port-Cartier. Ils réaliseront une course de 5 kilomètres. Ils vont partir du kiosque touristique à l'entrée de la ville de Sept-Îles à 11h30 jeudi pour, finalement, c'est une course à relais, là. Il y en a dans plusieurs endroits au Québec et c'est pour soutenir financièrement et faire connaître davantage les Jeux olympiques spéciaux du Québec. Mais voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. Attitude. Ce qui est excitant quand on déménage, s'installer dans sa nouvelle maison. Et chez Cogeco, on pense que votre nouvelle maison mérite le meilleur divertissement. Les forfaits télé les plus flexibles, la possibilité de faire des recherches simplifiées dans Netflix, sur la télé en direct et sur demande, en plus de pouvoir emporter vos émissions préférées partout avec vous. Avec le trio illimité de Cogeco, obtenez la meilleure télé, Internet et la téléphonie pour seulement 69$ par mois pendant 6 mois. Passez à l'expérience télé qui déménage. Cogeco, passez en mode épatant. T'as envie de te remettre en forme, de perdre les quelques kilos que t'as en trop ou de prendre de la masse musculaire? Choisis le meilleur gym pour répondre à tous tes besoins. Astrenia Gym Fitness. C'est la place idéale pour reprendre ta santé en main avec des appareils neufs de marque Atlantique. Ils sont aussi dépositaires des produits XPN. Tommy Tremblay, étudiant en naturopathie ainsi qu'entraîneur privé, saura vous guider à adopter et conserver un mode de vie sain et actif. Viens découvrir ton gym pour seulement 55$ pour un mois. Pour plus d'informations, 88 962 2017. Astrenia Gym Fitness au 831 Boulevard L'Art. Parole de vrai mangeur. Moi, les crevettes, m'attannent pas. Pour ses 50 ans, Mike's vous offre les crevettes de Matane, du Pacifique et de l'Argentine dans vos plats Mike's préférés. Essayez-les pour un temps limité. Toujours Mike's. Trouvez votre prochain camion chez Pascal Automobile. Les camions GM vous attendent en grande quantité pour un choix et un prix qui vous convaincront. Et en mai, profitez d'un taux de financement de 0% à l'achat ou à la location ou de rabais à la livraison jusqu'à 10 500 $. De plus, grâce au marché américain, votre véhicule actuel vaut peut-être plus cher que vous pensez. Venez nous le montrer pour une évaluation maximale. Où ça? Chez Pascal Automobile. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Valérie, hier, le patriarche de l'Assemblée nationale du Québec, le député d'Abitibi-Ouest au Parti québécois depuis 1976, François Gendron, est à Sept-Îles pour venir voir des jeunes dans 2 écoles primaires. Je suis allé les rencontrer hier à l'école Gamache. Il y avait François Gendron, la députée de Duplessis, Lorraine Richard et le président de la commission scolaire du Fer, Rodrigue Vigneault. On a regroupé tous les jeunes de cette école primaire dans le gymnase. Et là, ça parlait de démocratie pendant 2 heures à part ça. Puis les jeunes n'avaient pas de l'air tannés à la fin, là. Un beau groupe, donc, à l'école Gamache, dont les jeunes du Parlement étudiant. On va en entendre quelques-uns, là, à la fin de ce petit montage. D'abord, François Gendron, la députée Lorraine Richard, et puis des jeunes du Parlement étudiant. Un enregistrement réalisé hier en fin d'après-midi dans le gymnase de l'école Gamache à Sept-Îles. On écoute ce montage. François Gendron, vous êtes de passage dans le cadre de la tournée de la présidence dans 2 écoles de Sept-Îles. Qu'est-ce qu'on passe comme message aux jeunes du primaire quand même, là? On les prend très jeunes pour les initier à la politique? Pas à la politique, à la démocratie vivante, participative. Non, je pense que une société qui s'occupe de sa jeunesse là et qui les incule d'un certain nombre de principes, c'est le bon moment parce que vous n'avez pas d'idée. Piaget, pédagogue, disait « Donnez-moi les 6 premières années de votre enfant, je saurais faire des autres. » C'est pas pour vrai qu'il disait ça. Parce que en bas âge et un peu plus en âge avancé, c'est le bon moment parce que ces jeunes-là, ils sont prêts à absorber beaucoup de choses. Absorber des principes liés à la démocratie participative, vivante, connaître l'histoire du Parlement, de toute la société de droit dans laquelle on doit évoluer, se préparer pour être un citoyen plus actif à poser sa pierre dans l'édification des sociétés, c'est une mission qui urge. Donc, les présidents, le président de l'Assemblée et les 3 vice-présidents, à 4, on va plus rapidement faire le tour des écoles du Québec pour leur inculquer, là où il y a des parlements étudiants, là où il y a une structure de base sur la compréhension de ces éléments-là. Donc, ça veut dire que le réceptacle est prêt là, à recevoir un peu plus d'éléments d'infos. On a un petit kit
qui est résumé à peu près dans 15 minutes, et c'est pour ça que j'essaie de faire le tronc commun, parce que ça soit mes deux collègues vice-présidents, ils font la même chose que François. Là où c'est différent, c'est dans le style, la forme, l'approche, la personnalité, mais le tronc commun d'éducation à la mission importante de protéger la démocratie qui nous gouverne, c'est important, même avec ses faiblesses. Vous êtes le doyen à l'Assemblée nationale, M. Gendron, là. Est-ce que vous êtes inquiet pour la relève? C'est pour ça qu'on va les chercher aux primaires dans les régions actuellement, quoi. Il y a moins de relève en politique, là, ou de l'intérêt démocratique pour les plus jeunes? Il y a trois choses. Dans les dernières années, il s'est développé un cynisme contre la classe politique qu'on devrait pas endurer. Ça appartient à toute la société et les citoyens de s'en préoccuper. C'est pas quand la démocratie sera complètement éteinte par rapport à ses valeurs de base sous prétexte que c'est tout des pareils, puis ces gens-là sont pas là pour servir, ils sont là pour se servir, ce qui est faux. Moi, j'ai constaté ça. Écoutez, j'en connais des parlementaires, mais l'image du représentant démocratique dans la société civile a été dévaluée, dévalorisée, et ça empire d'année après année. Il y a beaucoup de gens qui veulent porter le dossard sans l'avoir, les commentateurs, les commentateurs, et je blâme pas ces gens-là. Il y en a beaucoup trop. Il y a tellement d'opinions que ceux qui font en politique disent, oui, mais regarde François, moi, Lapierre, là, il parle 5 heures par jour avant qu'il décède, puis c'est un des bons. Il est bien plus souvent à radio, à la TV que toi, que le dossard politique, je le sais. Et ces gens-là veulent faire l'agenda politique. C'est pas une bonne idée pour une société. Moi, je veux que la politique reste dans les mains de celles et ceux qu'on désigne pour la faire. Est-ce que c'est tout parfait? Ben non, je suis loin. Mais je suis pas d'accord qu'on est tout pareil. Pourtant, c'est ce que j'entends. Donc, faut que je me batte contre ça. J'accepte pas ce que j'entends. J'accepte pas la situation. Puis, je pense que j'ai assez de vécu pour avoir un point de vue. Vous avez le droit de pas le partager, c'est de vos affaires. Mais moi, je me sens l'obligation de le dire. Il y a un glissement. Il s'est instauré un cynisme qui a pas de sens. Il faut tenter de corriger. Puis, si on commence pas à parler à des jeunes en disant, moi, je veux pas nécessairement qu'ils fassent de la politique, je m'en fous. Mais la politique va être échouée tous les jours dans leur quotidien. Tous les jours, la politique vous touche un décret, une loi, une déclaration ministérielle, un arrêté en conseil, puis on serait pas minimalement informé de la réalité politique. Ça sera une carence sociale qu'il faut corriger. J'ai vu que votre conférence était quand même interactive, là. Les jeunes, ils vous interpellent comment? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? J'ai entendu des bonnes quand même à cette île, là. C'est comme ça partout, les jeunes ont des questions pour le VP de l'Assemblée nationale. Oui, le question, moi, ce que j'aime, qu'on va laisser la franchise des jeunes. Ils sont directs, c'est sans couvert, parle-moi de ça. Moi, j'ai adoré être ministre de l'Agriculture parce que les producteurs agricoles, c'est des chioleux officiels. Mais c'est des chioleux francs. C'est des chioleux visières levées. Ils donnent leur juste. J'adore m'avoir leur juste. Ben, les jeunes, ils me la donnent. Alors, leurs questions, c'est des questions naturelles. Pourquoi vous êtes encore là? Avez-vous ça? Votre meilleur coup? Votre plus plate coup? Des choses très, très, très basiques. Mais en même temps, on va te croire quand on saura un peu plus ce que tu es comme homme politique ou femme politique. Et dans ce sens-là, moi, j'aime ce lien-là avec la jeunesse. Et une société qui s'occupe de sa jeunesse se prépare mieux pour son futur à tous égards. Lorraine Richard, c'est quand même un exercice agréable. Hein? Il est parti de l'Abitibi un matin à complètement l'autre bout du Québec pour venir rencontrer des jeunes dans une école, dans des écoles primaires à cette île. C'est quand même le fun que ça puisse se faire dans les régions, ces choses-là. Absolument. Et c'est une initiative de l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je trouve bien, parce que comme François le disait, le rôle du député est dévalorisé et méconnu, et de discuter avec ces jeunes qui sont l'avenir, là. C'est ces jeunes-là qui vont éventuellement peut-être être députés, occuper des fonctions dans notre société, et des initier très très tôt à ce qu'est l'ensemble d'une vie démocratique avec leur langage à eux. On s'ajuste, puis François il fait très très bien. C'est sûr qu'il est parti de l'Abitibi hier, il était ici aujourd'hui, disponible. On a visité 2 écoles, très très bel accueil. Mais aussi ce que je veux souligner, c'est l'implication aussi du personnel enseignant, des gens qui sont autour de ça, là, parce que si on a pu discuter avec des jeunes, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont décidé que cette île, il allait avoir un parlement étudiant, ils ont leur propre premier ministre dans chaque école. C'est ça, un ancien conseil étudiant, moi je dis le conseil jeune du Parlement. Ils viennent visiter l'Assemblée nationale à chaque année, c'est quand même un lieu qui est très très beau, ou un lieu où la démocratie, c'est notre lieu, c'est l'Assemblée nationale. Et d'avoir François Gendron, écoutez, qui est un collègue, qui a été mon mentor, mais c'est une très très belle journée. Aux politiciens d'expérience, là, une quinzaine d'années ou une trentaine d'années, le point de vue des jeunes, le regard des jeunes, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sur une autre planète, des extraterrestres pour eux autres? Non, je pense pas. Comme je vous le dis, chacun a sa personnalité, mais François Gendron a ce vécu, mais a cette personnalité qu'il est accessible, François. Ce qui fait en sorte que les jeunes, je pense pas que ce soit l'âge ou peu importe le nombre d'années que François est en fonction. Il recevait le vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été ministre,
sous un gouvernement du Parti québécois. Mais on fait pas beaucoup de politique partisane quand on rencontre les enfants, là. C'est sûr qu'on n'en fait pas du tout. Il a quand même été ministre sous un gouvernement du Parti québécois. François, lui seul, a réalisé de grandes choses. Il leur explique un peu son propre parcours personnel. Mais les jeunes, c'est pas une question d'âge ou d'ancienneté. Il recevait le vice-président de l'Assemblée nationale et il pouvait s'adresser à lui comme il s'adresse à un ami dans le corridor pour lui poser les questions qu'il voulait poser à François. Et François est généreux de son temps. Et ça c'est encore, écoutez, je l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de voir ces jeunes-là intéressés, il fallait voir là, que c'est quand même, on fait 2 heures qu'on passe avec les jeunes, puis ils étaient toujours là. Moi, je regardais, puis il n'y avait pas beaucoup là, qui étaient, comme on dit, dans la lune. Là. Ils étaient très, très attentifs. Et ça, c'est remarquable. Chez les jeunes, là, vraiment. Bon, on va voir ça. Je suis à l'école Gamache présentement, entouré de jeunes du Parlement étudiant. Il y a Étienne qui va nous dire qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, tu penses, cette conférence cet après-midi là du vice-président de l'Assemblée nationale du Québec? Moi, je pense que ça a permis aux jeunes de l'école de pouvoir dire ce qu'ils pensaient de la démocratie, puis d'apporter des réponses pour ceux qui voudraient devenir politiciens ou qui voudraient devenir comme M. Gendron. Là. Toi, ce que vous faites au Parlement étudiant, as-tu l'impression que ça ressemble un peu à ce que M. Gendron, Mme Richard font à l'Assemblée nationale, un petit peu? Un petit peu, parce qu'on est, moi puis le vice-président de l'école, Jonathan, on est allé visiter l'Assemblée nationale il y a pas si longtemps, puis on a remarqué que le travail des députés à l'Assemblée nationale ressemble pas mal à celui des nôtres à l'école. As-tu l'impression que les décisions qu'ils prennent quand ils votent puis tout ça à l'Assemblée nationale, ça influence, là, ça affecte nos vies, là, nous autres, les citoyens, ou bien si on est loin à cette île puis qu'on n'a pas vraiment besoin d'eux autres? Je pense que ça affecte pas mal tout le monde, puis qu'on doit pas mal tous les respecter. Là. Toi, est-ce que tu trouves ça important, la politique? Est-ce que ça te touche? C'est quelque chose qui t'intéresse dans la vie? Oui, je pense que c'est important parce que sinon, ça marcherait pas, là, comme un peu la société. Puis au Parlement étudiant, c'est un petit peu la même chose, quoi. Ça marcherait mal dans ton école si tu t'impliquais pas? Oui, parce que sinon, ça ferait beaucoup trop de travail pour le personnel un peu, parce qu'on est comme un peu on aide beaucoup les profs aussi. Toi, est-ce que tu trouves ça intéressant, la politique? Oui, très intéressant. Surtout que moi, ce que j'aime au Parlement, c'est beaucoup la préparation des choses. Comme, admettons, quand on a préparé notre pièce de théâtre, quand on a préparé la salle pour les invités, quand on a préparé nos questions. J'aime beaucoup ça, c'est très intéressant, le Parlement. Toi, est-ce que tu trouves que la politique, c'est quelque chose d'important pour les jeunes? Oui, c'est très important parce que sinon, je sais pas, mais genre, si quelqu'un ne serait pas la politique, on n'aura peut-être pas d'autres personnes qui pourraient... L'exercice de la démocratie, c'est aussi de voter. T'as-tu hâte d'avoir 18 ans pour pouvoir voter, toi? Ah, ça va être le fun. Oui? Voter. Pour qui tu voterais, là, si t'avais droit de vote, là? Pour moi. Pour toi? Toi, est-ce que t'as hâte de pouvoir voter? Je sais pas. À quoi ça sert, tu penses, de voter? De défendre son point de vue, de voir... Si t'es obligé de faire une campagne électorale, toi, pas dans ta classe, pour être sur le Parlement étudiant? J'étais la seule qui m'est présentée. OK. C'est que t'as pas eu à cabaler, comme on dit. Non. Est-ce que tu penses que t'as été une bonne représentante des élèves de ta classe? Oui. Oui. En quoi? Qu'est-ce que vous avez fait au Parlement étudiant pendant l'année qui a été important pour les élèves? Une pièce de théâtre, sur l'estime de soi. On a fait plein de choses. Bravo, merci beaucoup. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. L'événement Porte ouverte des roulottes RT est enfin de retour. C'est vendredi, samedi et dimanche, on vous invite à venir admirer nos magnifiques véhicules récréatifs, roulottes de voyage, de parc et fifth wheel. Pour l'occasion, obtenez des rabais imbattables dans la région sur nos modèles 2016 neufs ou d'occasion en inventaire. Profitez-en pour voir notre nouvelle ligne de modèles 2017, financement spécialisé sur place. Toujours le seul endroit dans la région pour des pièces et un service de qualité. Les roulottes RT du 1206 Boulevard L'Or, 88 962 30 31. Il y a du soleil dans vos boutiques Iris de Sept-Îles et de Port-Cartier pour le retour de l'événement solaire Maui Gym. Nous vous invitons à venir les rencontrer pour y découvrir toutes les nouveautés Maui Gym. Venez découvrir leur nouvelle lentille Blue Hawaii, maintenant disponible en prescription pour 2 jours seulement. Mercredi le 17 mai à votre boutique Iris de Sept-Îles et jeudi le 18 mai à votre boutique Iris de Port-Cartier. Profitez d'offres disponibles pour l'occasion. C'est un rendez-vous les 17 et 18 mai dans vos boutiques Iris de Sept-Îles et de Port-Cartier. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Bonjour, mon nom est Michel Delavance de Sept-Îles Honda.
Ce qui est plaisant avec la radio, c'est la rapidité de réponse, le retour. À chaque reprise qu'on a des interventions à la radio, on en ressent tout de suite les avantages. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir une présence régulière. C'est ce qui fait en sorte que les gens n'oublient pas nos produits. Attraction Radio peut répondre d'une façon très rapide à nos demandes en ce qui concerne le lien qu'on veut avoir avec notre clientèle. Faites confiance à Attraction Radio et découvrez la force d'attraction. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Valérie, on savait déjà depuis le mois de décembre qu'ils avaient gagné le prix. La coopérative Le Grenier Boréal va recevoir une sommité. Monsieur David Suzuki va être chez nous sur la Côte-Nord, dans le beau village de Longue-Pointe-de-Mingan, pour visiter la coop Le Grenier Boréal et aussi, semble-t-il, pour faire une chasse au trésor. En plus. Alors, on va prendre des informations là-dessus. Pour nous en parler, Claude Lucier, je pense qu'il est pas mal l'instigateur de ce projet. Il est directeur adjoint maintenant, Claude, c'est ça? Ou à la coopérative Grenier Boréal. Bienvenue à Côte-Nord Attitude. On a également avec nous une porte-parole de la Fondation David Suzuki, qui est du côté de Montréal. Madame Julie Roy, bonjour. Oui, bonjour. Alors voilà, donc peut-être rappeler d'abord, Madame Roy, là, le concours. On cherchait un petit peu le projet le plus écolo du Québec dans le cadre de ce concours-là. Là. Oui, pas que le plus écolo, aussi le plus inspirant, et puis le projet qui a un impact sur sa communauté et qui est géré pas par des grosses entreprises, mais par des citoyens ou par des coops. Donc le Grenier Boréal a remporté ce prix-là et c'est une immense victoire pour eux et on est très contents de les avoir eus. Juste rappeler quelques chiffres, on a presque 200 candidatures qu'on a reçues. Nous, on avait sélectionné 10 projets. Et sur ces 10-là, c'est le Grenier Boréal qui a été choisi pour le grand gagnant. Oui, il y avait un jury, très très sérieux jury d'ailleurs, que présidait Madame Varidel. Là, il y avait aussi un vote sur Internet. Mais je pense que c'est le jury qui les a fait gagner, la gang de Longue-Pointe, hein? Disons que c'est les deux. Le vote du public influence le jury, un peu comme quand on va au cinéma, c'est le nombre de spectateurs qui ont vu le film, mais au final c'est le jury qui décide le gagnant. Donc oui, il y avait Laure Varidel dedans, il y avait Mélissa Molène-Dupuis, il y avait Camille Bouchard, l'ancien député, la gagnante de l'année dernière aussi, qui était à la Maison Coup de Pouce à Trois-Rivières, et puis Karel Méran, le directeur de la Fondation David Suzuki au Québec, ainsi que nos partenaires Desjardins. Mais vous étiez proche du jury sans doute, là. Pourquoi le Grenier Boréal, hein? Il y avait quand même, comme vous l'avez dit, 10 projets finalistes. Il y avait des beaux projets un peu partout, en région, au Québec. Pourquoi? Qu'est-ce qui a plu là, dans la candidature du projet de Longue-Pointe-de-Mingan? Ah, mais je peux pas vous révéler tous les secrets de ce qui s'est passé pendant le jury. Oui, en fait, ce qui a plu, c'est au-delà de l'impact économique, social et environnemental, c'est vraiment la résilience et l'optimisme du Grenier Boréal. Ils font face à des défis énormes, surtout au milieu nordique où l'accès à des aliments locaux et sains est plutôt rare. Donc là, ils envoient vraiment un message haut et fort que quand les citoyens dans une région et partout au Québec, que quand les citoyens se rassemblent autour d'un but commun, ça fonctionne. C'est surtout ça qui a beaucoup séduit dans le projet. Hey, c'est le fun, Claude, d'entendre parler d'un projet qu'on a initié, qu'on a fondé là comme ça par du monde extérieur, qui en parle en bien comme ça. Ça fait un petit velours, non? Oui, c'est pas juste un petit velours. De gagner le concours aussi. Un gros velours, ça vient couronner 5 ans de travail acharné avec des gens passionnés. Puis le fait d'avoir gagné ce concours-là, c'est certain que le chèque de 3 000 $ est intéressant, là, mais j'avoue que on est très ému de savoir que David Suzuki est à Raculis. Son épouse vont venir nous visiter à Longue-Pointe-de-Mingan. Mm-hmm. Et comment, j'imagine quand on monte un dossier de candidature, là, un concours comme ça, on nous dit on s'essaye, hein, on pense pas nécessairement gagner, quoi. Toi, t'estimais tes chances là, au début, là, quoi, je vais mettre du temps là-dedans, mais pas trop? Ou... C'est comique parce que le prix Action David Suzuki, c'est quand même notre 9e prix qu'on gagne. Parce que, comme Julie le disait tantôt, c'est un projet qui éveille les passions puis qui intrigue les gens parce que
les gens ont l'impression que c'est impossible de cultiver des trucs ou de ramasser des trucs en forêt qui sont intéressants dans un coin comme Longue Pointe de Mingan. Mais très très franchement là, quand j'ai inscrit le projet, je savais que c'était un gros prix. Un des gros qu'on a gagné, là, c'est sûr qu'on a gagné aussi les Grands Prix de la ruralité qui a été remis à l'Assemblée nationale, puis on a quand même gagné des prix intéressants. Mais celui-là, il était comme ça restait encore pareil au niveau du fantasme parce que je pouvais pas m'imaginer qu'un de mes idoles, qui est David Suzuki, pourrait venir un jour à Longue Pointe de Mingan, un monsieur qui a 81 ans, qui est une notoriété mondiale, qui a jamais mis les pieds sur la Côte-Nord. Je me disais, ouais, OK, on s'inscrit, on s'essaye, mais c'est vrai, j'avais pas On se dit un peu, on rêve en couleur. Ouais, un peu. Surtout qu'il y avait un vote sur Internet, on se dit, regarde, on n'est pas dans une grosse région, c'est plus difficile de mobiliser peut-être aussi. Ouais, c'est certain. Mais comment on se prépare pour la visite de David Suzuki? Est-ce que c'est comme, tu sais, des fois on reçoit de la visite, on fait le ménage avant, là. Est-ce qu'il y a une grosse préparation qui se fait présentement à Longue Pointe de Mingan? Ouais, moi je peux vous dire que depuis le mois de février, je travaille là-dessus 10 heures par semaine, là, assez régulièrement, toutes les semaines. Faut dire que l'équipe de la Fondation David Suzuki est une équipe solide, bien organisée, avec beaucoup d'expérience dans ce genre d'activité-là. On n'est pas tout seul, ils sont là pour nous backer. Mais on fait notre gros possible pour recevoir ces gens-là à la hauteur de leur réputation. Fait que oui, c'est beaucoup de travail, oui, c'est beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, de sous aussi, mais ça en vaut tellement la peine parce que c'est quelque chose d'unique là qu'on va vivre là. Et en même temps, on l'organise quoi? Y a-tu vraiment une chasse au trésor? C'est quoi? J'ai vu ça dans le communiqué hier, là, avec David Suzuki. On va le faire participer il va d'abord visiter vos installations, bien sûr. Ouais, la chasse au trésor, c'est plus en fait pour les enfants. C'est pas. Si Monsieur Suzuki veut participer, il pourra toujours. Donc, on a prévu une programmation complète de toute une journée le 26 juin. Ouais, c'est ça. En fait, ça commence avec des activités plus privées avec les bénévoles de la coop puis les fondateurs et le CA. Mais sur le terrain comme tel, la coop, ça commence à 1h l'après-midi. Il va y avoir des allocutions, tout ça. Puis il y a table de dégustation des produits du terroir. On va remettre des arbres à la population pour que les gens aillent planter ça chez eux. Il y a effectivement une activité avec les enfants. En fait, il y a 2 activités avec les enfants parce que la Fondation fonde beaucoup d'espoir sur la jeunesse, qui sont le levier du changement dans le futur. Fait que on s'est associé 2 artistes de la Côte-Nord que vous connaissez certainement, qui est Chantal Harvey de Béjoine Betts et Joanne Roussy de cette île, de Moisy en fait. Et à 10h30 le matin, les familles avec les enfants vont être conviées à venir travailler avec eux autres, à venir s'amuser en fait avec eux autres pour faire une œuvre d'art commémorative. On vous vendra pas le punch, on vous dira pas c'est quoi, vous viendrez voir. Pardon. Fait que c'est la chasse au trésor, c'est ça, c'est plus orienté vers les enfants. C'est bien d'adon, c'est le lundi 26, on est en congé, nous autres, Valérie, c'est férié, ce lundi-là, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste, ça. Vous avez une belle fin de semaine, ça tombe bien, hein? On avait réservé la date ou ça s'est confirmé plus récemment, la date? Ça fait un petit bout de temps qu'on travaille dessus, là, mais ça s'est vraiment confirmé avec l'envoi de l'avis aux médias, là. Mais on travaillait sur cette date-là depuis un bout de temps, ouais. Madame Roy, les attentes, c'était quoi d'abord l'entente avec Monsieur Suzuki, là? Est-ce qu'il savait qu'il pouvait se ramasser dans un petit coin éloigné en région au Québec avec ce concours-là, oui? Ça fait partie du concours, donc nous on est très contents justement de l'amener là-bas. Il est jamais allé, David Suzuki adore aller en région et rencontrer le vrai monde. Ça va le changer de Montréal et puis nous aussi. Donc il sera en Gaspésie la semaine d'avant justement, donc c'est pratique. Il était déjà dans le coin. Il est assez en forme pour participer à une chasse au trésor avec des enfants, par exemple? La chasse au trésor à confirmer, mais la dégustation de produits locaux, c'est sûr que oui. Et bien sûr, il va être avec toute une organisation. Hein. On en profite aussi pour donner des entrevues, faire la promotion de la fondation comme telle, j'imagine, autour de ça. Oui, c'est une belle occasion pour nous d'aller dans la région. Il y a beaucoup d'enjeux environnementaux dans le coin. Donc c'est une belle occasion pour nous d'être là,
On débarque à la moitié de l'équipe, on va être 4 ou 5 et puis on va rester plusieurs jours dans la région. Claude Lucier, en terminant, là, c'est un projet qu'on suit d'année en année quand même, le Grenier Boréal. On t'a reçu à quelques reprises à cette émission Côte-Nord Attitude avec mon ancien animateur Jean-Philippe Langlois, entre autres. Comment ça va, là? L'hiver a été dur, je pense, pour les jardins de la Côte-Nord. Les tempêtes du 30 décembre, on voit que la route est encore fermée. Il y a eu une crue printanière. Est-ce que vos installations ont été affectées par le mauvais temps de la dernière année? Pas du tout, même que je te dirais... Chanceux. Ouais, je te dirais même que c'est le contraire. On a eu un hiver avec beaucoup de neige. Ça, c'est bon, ça, pour les pieds bleuets, ouais. Oui, absolument. Pas juste pour les bleuets. Pour les jardins aussi. Pour les jardins, pour la fraisière, pour les nombreux arbustes fruitiers qu'on a plantés. On a fait un gros projet l'automne passé qu'on va terminer au printemps. On a mis 130 espèces de plantes vivaces partout sur le terrain, le long des sentiers qu'on est en train d'organiser. Alors, toutes ces plantes-là ont passé un hiver merveilleux, au chaud, en dessous de la neige, bien protégées. Fait que non, ça a été un bel hiver. Là, il est un peu de bonheur pour commencer à jardiner, là. J'imagine. C'est prêt, on commence maintenant. On est déjà prêt. Est-ce qu'on rajoute des choses? On produit combien de choses différentes actuellement, là, au niveau... Ah, mon Dieu, il aurait fallu que j'amène la liste. Écoute, au niveau des légumes, on a certainement... je te dirais une 40aine d'espèces de légumes différents, puis plusieurs variétés par espèce. C'est 7-8 variétés de radis, de carottes, fait que... Je sais pas, probablement avec les 130 espèces qu'on vient de planter de vivaces, on a certainement, je te dirais, au moins 300-400 plantes différentes sur le terrain en ce moment. Et là, avec la nouvelle notoriété qu'on va acquérir, notamment le 26 juin avec la visite de David Suzuki, on peut dire que le Grenier Boréal, c'est une coopérative en santé et qui est là avec plein de projets d'avenir, là. C'est une coopérative en santé qui est née en 2013, c'est encore jeune quand même. Qui a appris à marcher à quatre pattes jusqu'en 2015, qui s'est levé debout en 2016, puis qui va probablement se mettre à courir en 2018. Je vous vendrai pas de punch à matin, mais je sais qu'on va se reparler dans de nombreuses occasions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le plus beau est à venir. Et effectivement, l'effet du prix Action David Suzuki commence à se faire sentir. Et on n'est qu'au début. Je peux vous dire qu'il y a de grandes choses qui s'en viennent. À suivre, Claude Lucier, directeur adjoint du Grenier Boréal, la coopérative de Longue-Pointe de Mingan. On va continuer de te suivre. Je suis sûr qu'on te suit jusqu'à la fondation David Suzuki, dont la porte-parole ce midi est Julie Roy. Un gros merci, Madame Roy, également pour l'entrevue, pour votre disponibilité. Merci à vous. Est-ce que je pourrais juste ajouter un petit truc? Tout à fait. David Suzuki n'est pas très connu sur la Côte-Nord, il est plus connu dans le milieu anglophone. J'invite tout le monde à lire minimalement sa biographie que je viens de dévorer, littéralement, pour vous rendre compte de la hauteur du personnage qui vient nous visiter. Puis je vous incite aussi à lire ses nombreux ouvrages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. J'en ai acheté 8, puis je suis en train de passer à travers un après l'autre. Eh bien voilà, le message est passé. Au revoir. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio C'est-il Embellissement Nutri de Côte-Nord. Dominique Girard. Le respect et l'amour, n'est-ce pas tout ce qui compte? Une personne heureuse rend ses proches heureux et s'investit davantage auprès des saints de son milieu. Laissons tomber les préjugés, nous avons tous et toutes à y gagner. Vive la diversité. Le 17 mai, tous ensemble contre l'homophobie et la transphobie. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. Suite aux travaux réalisés lundi sur le réseau d'aqueduc, la Ville demande aux résidents du secteur Place de la Boule, à Moisy, de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation, par mesure préventive, et ce, jusqu'à avis contraire. Je répète, suite aux travaux réalisés sur le réseau d'aqueduc, la Ville demande aux résidents du secteur de Place de la Boule, à Moisy, de faire bouillir leur eau 1 minute avant consommation, par mesure préventive, et ce, jusqu'à avis contraire. La Ville de Sept-Îles s'excuse des désagréments occasionnés et remercie les citoyens de leur collaboration. Pour 2 soirs seulement, l'ensemble folklorique Tamti Delam vous invite à son spectacle annuel Mécanique du cœur. Cette production enlevante qui rassemble plus de 50 danseurs et 5 musiciens raconte l'histoire de Jack, un enfant pour qui une sorcière a substitué le cœur gelé par une horloge mécanique. Venez découvrir la suite de ce récit raconté sur scène à la manière Tamti Delam. Des billets sont encore disponibles auprès des danseurs, à la billetterie de la salle Jean-Marc Dion, au restaurant Chez Sophie
et à la bijouterie L'Orchidée de Port-Cartier. Mécanique du cœur, un spectacle signé Tamti Delam. À voir les 20 et 21 mai dès 20h à la salle Jean-Marc Dion. Attends, chérie. Wow! As-tu vu la nouvelle porte de garage des voisins? Ça, c'est un style moderne. As-tu vu? Elle est identique à leur porte d'entrée. Style épuré, contemporain. C'est certainement le modèle Vogue de Garaga. Est-ce que j'ai dit wow? Oui, et je confirme. Wow! Contactez les experts de Vitrerie Nord Cristal. 968 87 96 968 8796. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. Valérie, on va aborder un sujet un peu plus spécial ce midi. Demain, c'est la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il faut bien en parler. Oui, hein? moi je dirais pas que c'est un sujet spécial, Jean. C'est tout tabou ça, de parler d'homophobie puis de transphobie? Ben, écoute, je le sais pas. Moi, peut-être encore pour ma génération. Peut-être pour ta génération, effectivement. Peut-être que pour la mienne, un peu moins. Je le sais pas. C'est ça qu'on va découvrir. Et celle de mon ensemble. père, on n'en parle même pas. Ouais, mais mais en tout cas, hein, c'est sûr que c'est un sujet qui a traversé les époques, qui était caché pendant un petit bout. Maintenant, on en parle beaucoup plus ouvertement. C'est en fait, tu l'as dit, l'homophobie, la transphobie. Demain, c'est la journée nationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Et il y a le BRIS Côte-Nord qui est, et là vous allez, Kathleen Côté est avec nous, qui va pouvoir nous corriger peut-être. Moi, je dis le Bureau régional d'information sur la santé sexuelle. T'as raison, c'est moi qui n'étais pas correct à matin. Le Bureau de recherche et d'information, c'était pas bon. C'est le Bureau régional. C'est Jean qui m'a fait douter de l'appellation. Donc, Kathleen Côté est avec nous. C'est le BRIS Côte-Nord, pareil. Voilà, bon. On a un mouvement avec à Sept-Îles, en fait, pour cette journée-là qui va se dérouler demain. Et avec nous également, on a Marc Pelletier et Jannick Arsenault. Bon midi. Allô. Est-ce que, bon, l'introduction qu'on vient de faire, est-ce que ça démontre un peu ce qui se passe? Parce que je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment deux générations avec nous en studio. Est-ce que le clash des générations, on le sent dans avec ce qui a rapport avec l'orientation sexuelle? Je pense que oui. Parce que, quoique, non. Aujourd'hui encore, malgré que c'est plus ouvert, il y a plus d'ouverture parce que on est rendu à plusieurs genres, tout ça, il y a quand même, les préjugés sont toujours présents malgré le fait qu'on soit plus ouvert. Tu sais, j'ai 19 ans. Puis j'entends encore des choses, des préjugés, des jugements par rapport à l'homosexualité. Est-ce que c'est des jugements que tu entends de la part de gens de ton âge? Oui, de mon âge, même des plus jeunes, des plus vieux, de quelques années. Tu sais, c'est là, puis j'espère sincèrement qu'il va y en avoir moins des jugements comme ça, mais ça va être présent encore pendant un bon bout, je pense. Mais je pense que ça va passer surtout avec l'éducation, tu sais, par rapport à l'école, dans la famille, tout ça. Ça dépend vraiment de l'éducation qu'on a. Tu sais, exemple, j'ai des parents super ouverts, fait que ça fait que moi, je suis quelqu'un d'ouverte, tout ça. Mais pour des personnes que leurs parents sont moins ouverts, des fois, ça les amène les enfants aussi à avoir ces jugements-là. Parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt, puis on a l'impression, peut-être que c'est notre réseau aussi qui est plus ouvert, les gens avec qui on s'entend bien, les gens avec qui on se tient. On disait, il me semble que, tu sais, notre génération, ces tabous-là sont plus présents, mais finalement, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas ça, là. Peut-être qu'on est rendu plus à personnaliser le débat. Je sais pas ce que t'en penses. C'est-à-dire que une personne qu'on connaît, c'est correct, mais en général, c'est un peu moins accepté. Ouais, ça dépend parce que il y a des gens qui disent moi c'est correct, je suis pas homophobe, j'ai un ami gay. Mm-hmm. C'est comme le fameux je suis pas raciste. Mais tu sais, c'est ça. Non, c'est encore là. Effectivement. Ouais. Effectivement. Mais il a fallu changer pas mal de choses, hein, Marc, ta génération, là, un petit peu la mienne. Je me souviens au début, quand tu as commencé à t'afficher avec ton bar, là, où est chez Sophie aujourd'hui, il y avait même eu une émission de télévision, là. À l'époque, c'était osé de dire qu'on est homosexuel à Sept-Îles, et qu'on tient un commerce en plus. Fallait le faire quand même, Marc. Effectivement. Puis quand j'étais plus jeune, justement à l'école, c'était un choix. Dans ce temps-là, on en parlait moins. Il y avait encore plus de préjugés parce qu'il y avait moins de gens qui s'étaient extériorisés, qui en avaient parlé. C'est comme on disait tantôt, si dans une famille, il n'y a pas personne de proche ou qu'on n'entend pas parler de quelque chose, on devient ignorant. Donc, ce qu'on connaît pas fait peur. Hein? Donc, quand j'étais étudiant, j'avais fait par choix, j'avais décidé que j'en parlerais pas dans le milieu scolaire pour pas me faire écœurer, justement. Mais je peux pas dire que je me suis fait vraiment écœurer parce que dans ce temps-là, on pouvait plus se traiter de grandes oreilles puis de grosses fesses que de tapettes, t'sais.
Fait que finalement, quand j'ai connu mon chum puis que je suis arrivé sur le marché du travail, là, j'ai dit ça suffit. J'avais peut-être la force nécessaire pour le faire, mais j'ai décidé que c'est là que ça se faisait. Donc, il y avait plus de cachotterie. Donc, si j'ai un message à passer, je pense des fois, si on se pose la question, on n'a pas besoin de le crier sur la place publique. Moi, ce qu'il faisait, j'étais une personnalité connue à cette île, mais on n'est pas obligé de le crier. Sauf que quand on s'assume mieux puis quelqu'un va arriver, il va dire ouais, tapette, ouais, puis c'est un secret d'État. Il y a toutes sortes de façons de sortir du garde-robe. Les gens restent comme surpris, puis c'est plus une joke que d'en rire, parce que dans le fond, ça te dérange pas. Fait que j'ai cheminé là-dedans. Donc, ça a été de m'assumer là-dedans envers moi-même, d'être fier de qui je suis, d'avancer. Puis par le fait même, les gens aiment la sincérité, aiment savoir, au lieu d'être par en arrière à dire ouais, tu penses-tu qu'il l'est? Ouais, tu penses-tu qu'il l'est pas? Ouais, là, ça amène tout ça. À ce temps, on se pose plus de questions. Mais de toute façon, tu sais, en même temps, ça regarde qui? Tu sais, ça change quoi? En même temps, ça change quoi dans la vie des gens? C'est personnel aussi, son orientation sexuelle. C'est encore, tu sais, là, j'ai 19 ans. J'ai été je viens de sortir du secondaire, là, je suis au cégep. Puis, malgré ça, c'est encore épeurant de le dire au secondaire qu'on est lesbienne ou on est gay, parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé à m'en rendre compte quand j'étais au secondaire, puis j'ai pas osé le dire, ça a pris, j'ai commencé vraiment à le dire l'année passée. Puis même à mes amis, la première fois que je l'ai dit, j'ai parti à pleurer, j'étais comme, ouais, je pense que, tu sais, mes amis m'ont dit, ben là, voyons, Jannick, y a rien là, on t'aime pareil, mais ça reste que, on est en région. Il n'y a pas beaucoup de monde, tout se sait rapidement, il y a des ragots, ça parle par en arrière, ça fait peur. Puis, tu sais, au secondaire, c'est vicieux, tu sais, ça parle par en arrière, tout ça, puis c'est plate parce que... C'est-tu toujours méchant, nous aussi, hein? Tu sais, en même temps, on est curieux, là, on est des êtres humains, on veut savoir, on côtoie des gens qui sont en train d'évoluer, qui se découvrent. C'est pas toujours méchant non plus, là. Il y a de la sensibilisation à faire, bien sûr, là, auprès des gens, mais à quelque part, vous êtes capable d'accepter de temps en temps une petite joke aussi. Oui, tu sais, on y a pas de problème avec les jokes, mais tu sais, il faut dire que... c'est quoi j'allais dire? Excusez, des fois j'oublie ce que je dis. Mais oui, c'est parce que, oui, c'est ça, il y a la peur du jugement aussi, mais aussi le fait que... attends, c'est quoi j'allais dire? Tu m'as parlé, puis là, j'ai oublié mon idée. C'est pas grave, mais tu sais, tu parlais des jokes. Moi, souvent, je vais me retrouver au gym, je fais mes poids, je fais mes affaires, puis maintenant, il y en a un qui va dire « Ah ouais, tapette, vas-y, force! » Tu sais, c'est des expressions. Tu penses-tu que je vais m'outrer, sortir mon foulard blanc, puis dire « Ah ben là, ça va faire! » Ben non! Tu sais, à un moment donné, nous-mêmes, on les fait, ces jokes-là, dans notre propre milieu, puis tout ça. Je parle souvent, justement, de cette acceptation de soi, puis de pas venir fou non plus avec ça. Ouais, c'est ça. Il y a des fois des mots qu'on a intégrés dans notre langage aussi. Hein. Tes filles, on dit ça à tout le monde. C'est rendu qu'on dit man aux filles. Ça fait que, c'est ça, mais reste que c'est fondamental aussi que la différence, fondamentalement, dérange. Quelle que soit la différence. Ben, c'est parce que je pense que en général, les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Puis ça a toujours été comme ça, puis ça va probablement toujours rester comme ça. Puis oui, aussi ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est que, exemple, n'importe quel âge qu'on est, les personnes qui sont fortes, comme toi, t'as été forte, t'as été capable de le dire, oui, je suis gay, je suis comme ça, ça fait du bien aussi, mais pour les personnes qui ont peut-être moins de confiance en soi, qui sont plus craintifs, un peu plus stressés dans la vie, ça peut être vraiment dur à dire que on est ce qu'on est. Puis ce qui est plate, c'est d'avoir peur d'être qui qu'on est. T'sais, on peut pas... je vais prendre un exemple. Tu sais, je connais des gens que eux autres, ils ont peur de le dire à leurs parents, ou ils veulent pas dire à leurs parents, je suis comme ça, tu sais, parce que ils veulent pas non plus enlever l'image. Parce que nos parents, quand on est jeune, tout ça, ils ont l'idéal plus tard, ils vont avoir un conjoint de maison, tu sais, ils vont avoir une petite famille, tout ça. Mais quand on le dit à nos parents, c'est comme si on écrasait tout de suite la belle image, l'idéal qu'il y avait de nous. Fait que, puis, tu sais, mais c'est plate parce que des fois, il y a des parents qui pensent que, ils côtoient des lesbiennes, tout ça, des gays, puis il va peut-être devenir comme ça. On devient pas ça, on vire pas comme ça, on est comme ça, on vient au monde comme ça. Puis c'est plate d'avoir peur d'être nous-mêmes, de le cacher, tu sais. Puis ça fait vraiment un bien fou quand on dit, puis qu'on se sent accepté, parce que ce qu'on veut, c'est
que les gens qu'on aime nous acceptent comme on est. Bravo. On va, vraiment. C'est touchant. Ben oui, non, mais vraiment, c'est hyper intéressant. Vous avez des super beaux témoignages aussi sur la page Facebook du BRIS. On en entend sur nos ondes aussi, des témoignages de plein de gens qui sont totalement différents. Marc, toi, tu parles entre autres justement que l'acceptation, ça part de soi. Puis effectivement, depuis tout à l'heure, t'en parles. Jannick, toi, tu dis que, tu sais, l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, peu importe avec la personne avec qui on est en amour. Puis c'est tellement vrai. Tu sais, c'est de là que ça part aussi. Là. Mm-hmm. Effectivement, parce que c'est pas une question de choix, on est comme ça. Tu sais, tantôt t'as fait un petit commentaire, mais je peux faire un choix un soir d'aller coucher avec qui je veux bien, de la façon que je veux bien le faire. Ça peut être un choix. Mais ta nature profonde d'être, on dit souvent homosexuel ou straight, mais maintenant c'est la bisexualité, c'est d'être transgenre, c'est un paquet de choses. Puis faut apprendre à vivre avec cette diversité-là. Donc ça passe vraiment par l'éducation. Selon vous, là, comment on va faire avancer? Parce que j'ai l'impression que la cause, elle avance quand même là à chaque année, puis avec chaque génération. Mais comment on pourrait arriver à un idéal que ce soit tout à fait normal et que plus personne se pose de questions sur personne? Est-ce que ça se peut, ça? Ouais. Je pense que oui. Si on continue, comme là présentement, ce qu'on fait là, c'est déjà un grand pas en avant pour l'acceptation, tout ça. Plus on va en parler, plus on va faire des mouvements pour ça, plus je pense que ça va se faire accepter. Puis c'est sûr que, comme on dit, ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi par le fait d'en parler comme on fait présentement, je pense. Je veux qu'on parle à Kathleen vite parce que demain il y a un 5 à 7 qui s'en vient, c'est au Edgar. Elle est toute bouleversée, je sais pas si elle va être capable de parler là. Elle a écouté ça puis c'est plein d'émotions comme entrevue. C'est ça, non mais Kathleen Dubris, bon demain 5 à 7, oui, tu peux t'approcher du micro. Je pense qu'on fait l'invitation à tout le monde parce que la lutte contre l'homophobie, la transphobie, ça passe pas seulement dans la communauté LGBT+. Non, ça passe avec tout le monde. Là. C'est tout le monde. C'est ce que les gens du comité ont décidé aussi. C'est ouvert à tous parce que c'est inclusif. Donc il y a pas on n'a pas d'étiquette de notre orientation sexuelle ou de notre identité sexuelle. Donc c'est vraiment ouvert à tous. C'est un 5 à 7 chez Edgar. Et j'invite les gens aussi à écouter sur les ondes du 94,1 et du 99,1, je crois aussi. Il y a 7 personnalités de cette île qui livrent leur réalité. Et c'est des témoignages qui sont très touchants et on les retrouve également sur notre page Facebook du Bureau régional d'information en santé sexuelle. Et voilà, donc une entrevue hyper enrichissante, franchement. Merci beaucoup, Jannick Arsenault, Marc Pelletier et Kathleen Côté d'avoir été avec nous ce midi. Dans les prochaines minutes, plus classique comme entrevue, une porte-parole du ministère des Transports du Québec nous parle de la route 138, entre autres, qui est fermée à Baie-Joinville-Bits. Attitude. Avec toute la pluie qui est tombée, peut-être avez-vous eu des infiltrations d'eau. Pour éviter cet inconvénient ou même par mesure préventive, faites affaire avec Location Tempête, les professionnels de l'excavation. Installation de membranes, de drains français ainsi que d'isolants. Location Tempête, c'est la solution pour vos démolitions de tout genre. Fini les dégâts d'eau avec les spécialistes de Location Tempête. Pour plus d'informations, appelez au 88 350 0018 ou au 88 964 94 89. Moi, c'est Iris. Et les lunettes solaires, la santé oculaire, ça me fascine. Comme le soleil brille, il faut penser à protéger nos yeux des rayons UV, même par temps nuageux. C'est pourquoi les boutiques Iris proposent de brillantes offres. Jusqu'au 30 juin, économisez 25 $ sur les lunettes solaires sans prescription et 100 $ sur les lunettes solaires avec prescription. Certaines conditions s'appliquent, alors visitez iris.ca pour tous les détails. Et cet été, soyez stylés en toute sécurité. Développement économique Sept-Îles est fier de vous offrir ce regard sur nos réussites. Bonjour, je m'appelle Cathy Roy, propriétaire depuis mai 2011 de la boutique Au Petit Chaperon Rouge. On se spécialise dans la vente de vêtements de maternité, dans la vente de vêtements d'enfants et la chaussure enfant également. Développement économique Sept-Îles m'ont aidé lors de mon agrandissement pour la boutique. Après 2 ans et demi, j'étais allée chercher une aide. On m'a répondu très rapidement. Service très humain également.
événements. On m'a apporté une aide financière, ce qui m'a permis d'aller acheter du racking, ajouter de l'inventaire, également au niveau de ma boutique virtuelle. Au cours des prochaines années, on aimerait concrétiser la boutique Facebook, également améliorer la boutique virtuelle déjà existante. Ce regard sur nos réussites était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, Valérie, on va faire le point sur la crue printanière et les impacts sur la route 138. On a au bout du fil Sarah Gaudreault, qui est conseillère en communication à la direction Côte-Nord du ministère des Transports. Bonjour, Madame Gaudreault. Bonjour. Allez, on a un printemps assez chargé chez vous, hein? Je pense que c'est une des plus difficiles crues printanières qu'on a connues sur la Côte-Nord. On s'ennuie pas, effectivement. On va parler d'abord, là, près de Sept-Îles, là, il y a eu quelques événements la semaine dernière dans le secteur Moisy. Je pense que tout est réglé là dans le secteur de la MRC de Cette-Rivière, là. Entre autres, au kilomètre 1050, il y avait circulation en alternance jusqu'à hier encore, hein? Oui, en fait, la circulation est toujours en alternance à cet endroit-là. Là, c'était une érosion du talus de la route. Donc, on est en attente là, d'une étude géotechnique, ce qui va nous permettre de débuter les travaux. Et les travaux là, devraient se faire prochainement. Donc, ça, c'est au kilomètre 1050. Il y a eu aussi un problème qui a duré quelques jours au kilomètre 1007. Lui, on l'a réglé? On circule sur deux voies? Oui, celui-là est réglé. Dans ce cas-ci, c'était une inondation de la route. La piste cyclable a été endommagée légèrement, mais elle sera là, réparée là, au cours de prochainement aussi là, dans ce cas-là. En fait, à un moment donné, on surveillait jusqu'à 16 sites précis là, sur les routes 138, 389 et 172. Ça a été vraiment une crue d'une rare intensité. Je sais pas si on tient des statistiques au ministère des Transports, là. J'ai pas les statistiques en ce moment, puis moi, ça fait pas des années que je suis ici, là, mais effectivement, là, on m'a dit que c'était une bonne année, là, mais ça, c'est partout au Québec. Ouais. Entre Sept-Îles et Tadoussac, actuellement, ça circule quand même assez bien. Il y a encore un ou deux endroits, là, on peut le voir facilement sur Québec 511, entre autres à Godbout, puis à Bergeronne, qu'on surveille encore, là. Effectivement, Bergeronne, un glissement de terrain aussi. Dans ce cas-là, on a fait une route un petit chemin de déviation. Donc, les automobilistes là, peuvent circuler sans problème là-dessus. Et à Godbout également, là, le réseau finalement n'est pas fermé là, dans ces endroits-là. C'est à Baie-Joinville et à Gouaniche que c'est un petit peu plus problématique. Oui, en Méganie, on l'explique comment, hein? C'est vraiment là qu'il y a eu les averses les plus importantes aussi, là. C'est ça qu'il faut comprendre, ou c'est la configuration géographique de la route, quoi? Il y a eu des problèmes à plusieurs endroits quand même. C'est un mélange un peu de tout ça. Donc, dans ce coin-là, la route est un petit peu plus à proximité du fleuve. Il y a eu inondation de la route, ce qui a entraîné là, la fermeture complète de la route 138 entre Baie-Joinville et Agouaniche. Et ça, c'est depuis le 7 mai au soir. Oui. Et là, on a raffermi la zone, là, je pense, en fin de semaine, là, ce qui est peut-être... là, il reste encore 7 kilomètres où il y a vraiment des problèmes. Il faut encore que l'eau s'écoule. Est-ce qu'on est capable de dire à quel moment ça va circuler dans le secteur Baie-Joinville, là? On espère que ça soit d'ici vendredi. Donc, comme vous avez dit, là, la zone des travaux a été réduite à environ 7 kilomètres. Ça équivaut à peu près au milieu de ces deux municipalités-là. Donc, les gens peuvent circuler de part et d'autre. Mais sinon, là, bien sûr, ils peuvent pas accéder d'une municipalité à l'autre. Donc, le ministère a mis en place des ponts aériens et maritimes là, pour les résidents de ces villages-là, afin là, qu'ils puissent circuler sans problème. Oui. Et ça, est-ce qu'on a des responsabilités? Hein? Il y a le ministère de la Sécurité civile qui est d'un dossier comme ça. Là, pour alimenter les denrées puis tout ça, là, il fallait quand même que les épiceries aient du pain puis du lait puis du beurre à offrir à la population. On travaille avec la Société des traversiers du Québec. On est en équipe là, autour du MTQ quand il arrive un événement comme ça. Oui, ben en fait, c'est le ministère de la Sécurité civile là, qui agit comme pivot, qui parle à peu près à tous les ministères là, qui pourraient avoir un intérêt là-dedans. Nous, au transport, c'est exclusivement la mission route, mais effectivement, là, acheminer les denrées, ben, le ministère va parler avec ses autres intervenants. Même chose s'il y a des blessés
renforcer. On va voir comment on peut les transporter là, le plus rapidement possible. Il y a eu quand même beaucoup de je dirais, du chiolage. Moi, j'ai entendu des maires, le chef, beaucoup de gens qui sont allés dans les médias, d'autres qui ont gardé ça pour eux autres, mais qui en pensaient pas moins. Est-ce que on réagit à ce que les demandes du milieu, ou si on avait un plan d'action là pour au cas où que ça arrive, une fermeture de route comme ça qui isole des communautés là? On a toujours des plans d'action. Le ministère est vraiment préparé à ça. Par contre, il faut comprendre que c'est un événement d'urgence. Même si on a un plan d'action, ce plan-là ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, on doit le mettre en place et c'est certain là que ça peut occasionner certaines frustrations qu'on comprend là qui sont tout à fait légitimes. Mais l'idée là, c'est vraiment qu'on connaît notre réseau puis on intervient rapidement lorsqu'il peut avoir des besoins. Et comment on fonctionne là? Quand même parler de 7 kilomètres là, ça c'est un gros chantier normalement pour le ministère des Transports où on va en appel d'offres, puis on engage des firmes d'ingénierie puis tout le kit. Normalement ça prend 2 ans là travailler un tronçon de 7 kilomètres. Là quoi, on donne ça à des contrats ou on fait ça en régie interne au ministère quoi? Pour le moment, j'ai pas cette information-là, mais c'est pas nécessairement le 7 km qui va être refait en entier. Là, c'est pas un 7 km qui a été complètement détruit. Là, donc peut-être certains endroits qui devront être refaits, mais il y aura pas des interventions là, sur 7 km continus. Là. Oui, mais la priorité, c'est d'ouvrir le plus rapidement possible. On espère le faire pour vendredi. De permettre aux gens là de circuler rapidement. Puis, pour le moment, là, les gens peuvent circuler, comme on disait, là, soit par voie maritime ou par voie aérienne. Et la façon de faire, c'est de contacter sa municipalité, là, s'il y a encore des gens dans la région de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, et on passe par les municipalités ou le conseil de bande, c'est ça? Oui, pour ce qui est de l'aérien, on passe par les municipalités, et pour ce qui est du maritime, on passe par le relais nordique, là, comme à l'habitude. Par ailleurs, le ministère va rembourser les frais d'embarquement pour certaines municipalités. Donc, on conseille aux gens là, de conserver là, leur billet. Bon, c'est à suivre, Madame Gaudreault. Je vous remercie beaucoup. On a pu faire vraiment le tour de la question là dans des circonstances assez exceptionnelles. Là, le ruissellement puis tout ça, on est capable de travailler. Hein, je pense. Il n'y a pas d'autres inondations de prévues non plus. Là, on est en mesure d'agir actuellement aussi. Hein? Oui, tout à fait. Là, les pluies ont cessé, donc les équipes là, sont vraiment sur le terrain là, pour essayer de réparer la situation là, le plus rapidement possible. Là, c'est dans notre intérêt là, aussi d'agir rapidement là-dessus. Sarah Gaudreault, je rappelle que vous êtes conseillère en communication à la direction Côte-Nord du ministère des Transports. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Et Valérie, ça complète cette émission du mardi. On est quoi, le 16 aujourd'hui? On peut rappeler que demain, c'est la journée de lutte contre l'homophobie. Et la transphobie, exactement. Demain, une journée nationale qui a un mouvement ici à Sept-Îles aussi. Oui, j'ai bien aimé l'entrevue, vraiment, tantôt. Là, c'était poignant comme entrevue. Un 5 à 7, entre autres, demain pour les gens qui veulent continuer la discussion sur le sujet. Au revoir tout le monde.